Une jeune fille sans abri a épousé un homme inconnu pour sauver son fils, sans imaginer qu'il était un millionnaire tombé éperdument amoureux d'elle. Dans le ventre glacé de Paris, là où le béton semble suinter l'humidité et où les lampadaires peinent à percer la nuit d'un hiver interminable, Élodie avançait à pas lents, serrant contre elle le petit corps endormi de Mathis. Il avait 5 ans, le visage enfoui dans l'écharpe élimée qui sentait encore un peu le savon bon marché et le feu de bois lointain. Autour d'eux, les voix résonnaient dans la station de métro Châtelet-les-Halles comme des échos d'un monde auquel ils n'appartenaient plus. Le froid ne les avait pas seulement isolés, il les avait effacés, rendus invisibles. Depuis la mort soudaine de Julien, le père de Mathis, Élodie n'avait plus de repères. Un accident de chantier, un appel en fin d'après-midi, une voix mécanique à l'autre bout du fil. Tout s'était écroulé en quelques secondes. Elle n'avait ni famille à qui se raccrocher, ni diplôme, ni emploi stable, juste son fils et la peur au ventre. Depuis, les abris devenaient trop pleins, trop dangereux ou trop éphémères. Parfois, il dormait dans un hall d'immeuble, parfois dans les wagons de la ligne 4, roulant en boucle toute la nuit pour fuir l'air glacial des quais. Elle évitait les services sociaux autant que les regards de pitié. Une visite inopinée, quelques semaines auparavant, l'avait laissée en alerte permanente. Une assistante sociale, douce mais insistante, l'avait trouvée près de la gare de l'Est, lui parlant de foyer, de placement temporaire, de sécurité pour l'enfant. Mais Élodie avait vu la peur dans les yeux de Mathis ce jour-là. Il s'était accroché à elle comme à une bouée au milieu d'un naufrage. Elle n'avait pas besoin d'aide. Elle avait besoin qu'on les laisse ensemble. Les jours passaient, pareils, cruels. Le matin, elle guettait les boulangeries. Pour récupérer les invendus, certaines vendeuses lui souriaient, glissaient un croissant ou un pain au chocolat. D'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Elle avait appris à lire les gens, à distinguer les visages fermés des regards compatissants. Mathis, lui, dessinait sur les murs avec ses doigts, racontait des histoires à ses chaussettes, chantait tout bas pour se réchauffer. Il restait une étincelle dans cette nuit continue. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait la préserver. Un matin, alors que le thermomètre flirtait avec les -5 degrés Celsius, Élodie sentit ses doigts bleus d'engourdissement. Ils avaient dormi près d'un conduit de ventilation du métro, profitant d'un souffle tiède, presque imperceptible. Elle avait veillé toute la nuit, incapable de fermer l'œil, terrorisée à l'idée que Mathis puisse ne pas se réveiller. Elle avait déjà vu d'autres sans-abri ne pas se lever. Une vieille femme, 2 semaines plus tôt emportée par le froid, une silhouette recouverte d'un drap blanc au matin. Ce jour-là, elle décida de se rapprocher d'une boulangerie dans le 16e arrondissement. Elle savait que c'était risqué. Les quartiers riches n'aimaient pas les ombres sur leurs trottoirs. Mais c'était aussi là qu'on gaspillait le plus. Mathis dormait dans une poussette qu'elle avait récupérée dans une benne à ordures. Les roues grinçaient, mais elle l'avait réparée avec du fil de fer et du ruban adhésif. À chaque pas, elle sentait le regard des passants glisser sur elle comme une gifle silencieuse. Elle s'installa sous un auvent, près d'une vitrine décorée de pâtisseries dorées. Les effluves de pain chaud firent frémir Mathis, qui se redressa, les yeux encore embués de sommeil. Élodie sortit de sa poche un morceau de pain dur et le lui tendit, l'observant mordiller avec patience. Puis elle lui caressa la joue, s'efforçant de sourire malgré la brûlure du vent. Le soleil peinait à se lever. Les pavés semblaient gelés sous leurs pieds. Autour d'elle, tout semblait figé dans une attente sourde. Elle repensa à Julien, à sa voix rieuse, à la promesse qu'il s'était faite un soir d'été sur les bords du canal Saint-Martin. On s'en sortira quoi qu'il arrive. Mais il n'était plus là et elle ne savait plus si elle y croyait encore. Un passant lui lança une pièce sans la regarder. D'autres l'évitaient soigneusement. Elle s'en fichait. Ce qu'elle voulait, c'était un endroit sûr, un endroit chaud, un endroit où Mathis pourrait grandir sans avoir à dormir avec ses chaussures pour ne pas se les faire voler. Ce matin-là, alors que tout semblait figé dans une routine de survie, un détail changea. Un homme se posta non loin d'elle, appuyé contre un lampadaire. Il ne bougeait pas, il observait. Il portait un long manteau gris, bien taillé, et des chaussures trop propres pour appartenir à ce trottoir. Il ne regardait pas Élodie, mais Mathis, pas avec dureté ni pitié, mais avec une sorte de concentration troublante. Elle se raidit, le cœur battant. Une nouvelle menace? Un policier en civil? Un travailleur social? Mais il ne fit rien, pas tout de suite.
Il attendait, comme si l'histoire elle aussi retenait son souffle. Élodie n'osa pas détourner le regard. L'homme était là, immobile, les mains dans les poches de son long manteau gris, son col relevé jusqu'à la mâchoire, les yeux fixés sur Mathis comme s'il lisait en lui une histoire que personne d'autre ne pouvait voir. Il n'était pas jeune mais pas vieux non plus, peut-être dans la quarantaine. Son visage était difficile à déchiffrer, ni bienveillant, ni froid. Un masque parfaitement neutre, comme sculpté pour ne rien révéler. Elle sentit qu'instinct se tendre. Depuis qu'elle vivait dans la rue, elle avait appris à flairer le danger sous toutes ses formes. Les sourires trop larges, les gestes brusques, les regards insistants. Mais cet homme ne correspondait à aucune de ces catégories. Il ne cherchait ni confrontation ni charité. Il observait, et dans ce regard, il y avait une attente silencieuse, une décision encore suspendue. Élodie serra Mathis contre elle, dissimulant son propre trouble sous un air de défiance. Elle savait que sa posture était celle d'un animal acculé, prête à mordre s'il le fallait. L'homme fit un pas vers elle. Il n'était pas grand, mais sa présence était singulièrement dense, comme si l'air autour de lui se pliait à sa volonté. « Il a quel âge ?» demanda-t-il d'une voix posée, sans la moindre hésitation. Élodie ne répondit pas. La question était banale, mais dans sa bouche, elle prenait une teinte étrange. L'homme ne s'excusa pas de son intrusion, ni ne tenta d'adoucir le ton. Il attendait. Mathis le regardait aussi, un peu intrigué, un peu craintif, enroulé dans sa couverture trop fine. « Il n'a pas froid ?» ajouta l'homme après quelques secondes. Cette fois, Élodie se redressa. « Il n'a besoin de rien », répondit-elle, d'un ton sec. « On n'a besoin de rien. » L'homme pencha légèrement la tête, comme s'il examinait une énigme. Puis il sortit quelque chose de sa poche intérieure, un portefeuille noir, sans logo, sans fioriture. Il l'ouvrit, en tira une carte de visite qu'il tendit à Élodie. Elle la regarda sans la prendre. Dessus, en lettres sobres, un nom, Luc Moreau, et en dessous, une adresse dans le 16e arrondissement ainsi qu'un numéro de téléphone. « Je peux vous offrir un abri, un endroit chaud et de quoi manger, mais ce n'est pas de la charité. » Élodie plissa les yeux, méfiante. « Et c'est quoi alors? De la pitié? Une dette que je devrais rembourser d'une autre manière ?» Luc Moreau ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour d'eux, la rue encore vide, le ciel toujours bas et gris. Puis, calmement, il déclara « Un arrangement. Vous et votre fils vivrez dans ma maison. Vous serez en sécurité, nourris, protégés. En échange, vous acceptez un mariage civil avec moi, un contrat, 1 an, pas de questions, pas d'engagement. Sentimentaux, juste un accord. » Un silence tombé du ciel s'abattit entre eux. Élodie resta figée. L'absurdité de ce qu'elle venait d'entendre se mêlait aux frissons d'alerte qui parcouraient sa nuque. Elle éclata d'un rire sec, nerveux. « C'est une blague. Vous êtes malade? Vous me voyez là, comme ça, et vous vous dites que ce serait une bonne idée de me marier ?» Luc ne réagit pas. Il ne montra aucun signe d'humour ni de gêne. « J'ai mes raisons, et vous avez vos urgences. Réfléchissez. L'offre reste valable jusqu'à demain matin. Après, elle disparaîtra. » Il fit demi-tour sans attendre de réponse, s'éloignant avec une aisance glacée, comme s'il n'avait laissé qu'un message à un passant quelconque. Élodie resta plantée là, la carte toujours au sol, oscillant entre la stupeur et l'indignation. Mathis, les yeux écarquillés, chuchota « C'était qui, maman ?» Elle ramassa la carte, les doigts tremblants. Elle n'en revenait pas. Tout en elle criait que c'était une folie, un piège, une mauvaise pièce de théâtre. Mais quelque chose dans le ton neutre de cet homme, dans la précision de ses mots, dans la façon dont il n'avait jamais cherché à toucher ni elle, ni Mathis, quelque chose la perturbait. La journée passa comme dans un brouillard. Elle essaya de trouver refuge dans un centre d'accueil, mais tout était complet. On leur proposa un gymnase ouvert pour les vagues de froid, un lieu bondé, bruyant, sans intimité. Mathis toussait, de plus en plus. Il dormait mal, avait des cernes violacées sous les yeux et sa peau devenait si pâle qu'elle semblait translucide. Élodie sentit le poids de l'hiver lui écraser les côtes. Ce soir-là, recroquevillée sous un pont de la Seine, elle ressortit la carte. Elle la tourna entre ses doigts, cherchant à deviner ce qui se cachait derrière ce nom. Un maniaque, un pervers, un homme désespéré, ou quelque chose de plus complexe, de plus illisible. Elle se sentait piégée, pas par lui, mais par la vie.
par l'impossibilité de refuser sans condamner son fils à la fièvre, au froid, peut-être, à pire. Quand elle ferma les yeux, ce n'était pas le visage de Luc qu'elle revoyait, mais celui de Mathis blotti contre elle, son souffle trop rapide. Le matin n'était plus une promesse, mais une échéance. Elle avait moins de 24 heures pour choisir entre l'inconnu et l'enfer familier. La nuit fut longue, étirée comme une corde tendue entre la peur et la résignation. Élodie n'avait presque pas dormi, pas seulement à cause du froid qui rongeait ses os, mais surtout à cause de cette carte qui brûlait sa poche comme une énigme insoluble. Le nom, l'offre, la manière dont tout avait été dit, sans urgence, sans charme, sans menace, tout cela tournait en boucle dans son esprit. Elle connaissait les rues, les dangers, les regards. Mais cette proposition, elle n'entrait dans aucune des cases qu'elle avait apprises à redouter. C'était cela qui la terrifiait le plus. Au petit matin, elle sentit la toux de Mathis vibrer contre sa poitrine. Il avait dormi fiévreux, sa respiration entrecoupée de plaintes douces, presque inaudibles. Son front était chaud, ses mains moites. Elle l'embrassa doucement sur les cheveux, le cœur brisé. Ce n'était plus une question de confort, c'était une question de survie, et elle était seule, totalement seule. Elle le serra contre elle plus fort encore, comme si ce contact pouvait repousser la réalité. Mais la vérité était nue. Elle n'avait plus de solution, plus d'issue. Les foyers étaient saturés. Les assistants sociaux menaçaient déjà de la considérer comme inapte. Il suffisait d'un signalement, une décision administrative, et Mathis lui serait arraché. Ce n'était pas une peur imaginaire. Elle l'avait vu arriver à d'autres. Des mères en larmes, des enfants hurlant, et l'État, froid et efficace, appliquant ses règles. Alors elle prit une décision, peut-être la plus difficile de sa vie. Elle prit la carte, l'observa une dernière fois, puis marcha d'un pas déterminé jusqu'à une cabine téléphonique. Elle glissa une pièce, composa le numéro. Chaque sonnerie la rapprochait d'un abîme. « Allô ?» C'était la même voix calme, distante. « C'est moi, Élodie. » Un silence, puis un simple « Très bien, donnez-moi votre position. Je viens vous chercher. » Elle donna l'adresse d'un petit square près de l'église Saint-Augustin. Une heure plus tard, une voiture noire s'arrêta devant le banc où elle attendait, Mathis emmitouflé dans une couverture. Le chauffeur, un homme en costume, sortit sans un mot, ouvrit la portière. Puis elle le vit, Luc Moreau, toujours vêtu de son manteau gris, descendre calmement et la regarder sans surprise, comme s'il savait qu'elle viendrait. « Vous êtes sûr de votre décision ?» demanda-t-il. Élodie hocha la tête. Elle n'avait pas la force de parler. Il fit un signe au chauffeur. Les portes s'ouvrirent. Elle monta dans la voiture, tenant Mathis dans ses bras. À l'intérieur, il faisait chaud. Une chaleur enveloppante, presque violente après tant de nuits glacées. Mathis s'endormit aussitôt, le visage apaisé. Élodie, elle, gardait les yeux ouverts, le corps tendu, prête à fuir si quelque chose sonnait faux. Le trajet fut silencieux. Paris défilait derrière les vitres teintées, distantes, irréelles. Elle ne reconnaissait plus les rues qu'elle avait arpentées. La voiture traversa la Seine, remonta vers l'ouest jusqu'à Neuilly-sur-Seine. Lorsqu'ils arrivèrent devant un portail en fer forgé, Élodie crut qu'il s'était trompé. Une grande demeure se dessinait derrière les arbres taillés, au cordeau, une façade blanche aux volets gris perle. C'était une maison de roman, un manoir moderne sans ostentation, mais d'une beauté glacée. Luc sortit, ouvrit lui-même la portière puis l'invita à entrer. Le portail se referma derrière eux avec un cliquetis métallique qui fit frissonner Élodie. Ils passèrent par une allée pavée, entourée de haies parfaitement taillées. À l'intérieur, un majordome les accueillit, leur prit les manteaux, proposa du thé. Élodie refusa poliment. Mathis dormait encore dans ses bras, plus léger qu'elle ne se souvenait. Luc les guida vers une chambre à l'étage. Une pièce, spacieuse, lumineuse, décorée avec goût mais sans chaleur. Un grand lit, des draps blancs, une salle de bain attenante, des jouets neufs dans un coin, une armoire remplie de vêtements pour enfants. Élodie comprit alors qu'il avait préparé cette pièce avant même qu'elle appelle. Cela la troubla profondément. « Il peut dormir ici. Vous aussi, si vous le souhaitez. Reposez-vous, nous parlerons plus tard. » Elle acquiesça, déposa Mathis dans le lit, le borda avec précaution. Il ne bougea pas. Elle resta assise à côté de lui, les yeux fixés sur ses joues rougies par la fièvre. Quand elle se retourna, Luc était déjà parti. Elle descendit,
Plus tard, après avoir dormi quelques heures, une domestique lui montra la cuisine, lui proposa à manger. Élodie accepta un bol de soupe. Elle le mangea lentement, savourant chaque bouchée comme un miracle. Elle ne savait pas encore si elle avait vendu son âme, mais pour l'instant, elle avait retrouvé un peu de paix. Ce soir-là, Luc la convoqua dans un bureau au fond du couloir. Une pièce sombre, aux murs recouverts de livres et de tableaux, abstraits. Il lui tendit un dossier. « Voici le contrat de mariage, il sera enregistré demain, tout est légal. Vous serez mon épouse pour 1 an. En échange, je m'engage à vous fournir un logement, une sécurité financière et à prendre en charge les besoins médicaux et éducatifs de Mathis. À la fin du contrat, si vous le souhaitez, vous serez libre de partir, avec une somme suffisante pour recommencer ailleurs. » Elle feuilleta le document, le cœur battant. Tout y était clair. Pas de clause cachée, pas d'ambiguïté, un arrangement, presque froid. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Luc la regarda longuement, puis répondit, sans détour, « Parce que vous avez quelque chose que personne d'autre n'a, et parce que j'ai besoin que vous existiez à mes côtés, pour un temps. » Il ne dit rien de plus, elle signa, parce qu'elle n'avait pas d'alternative, parce que Mathis devait vivre, parce que parfois, faire un choix, c'est simplement refuser de sombrer. La nuit qui suivit la signature du contrat fut la première que Élodie passa dans un lit depuis des mois. Elle ne dormit pourtant pas profondément. Son corps, habitué à la dureté du béton et au bruit de la rue, restait en alerte, incapable de s'abandonner au confort. Le matelas, trop moelleux, l'étreignait comme un piège. Les draps propres avaient une odeur étrangère, trop lisse, trop parfaite. À plusieurs reprises, elle se leva, marcha jusqu'à la porte pour vérifier si elle était bien fermée. Dans ce silence qui régnait sur la maison, chaque craquement du parquet ressemblait à un grondement. Mathis, lui, dormait profondément. La fièvre retombait. Son souffle paisible était la seule chose qui empêchait Élodie de sombrer dans la panique. Au matin, une domestique vint frapper discrètement à la porte, annonçant que le petit déjeuner était servi dans la véranda. Élodie hésita puis descendit, Mathis accroché à sa main. Ils découvrirent une table élégamment dressée, avec des fruits frais, des viennoiseries, des jus pressés. Elle s'assit timidement, pendant que Mathis ouvrait de grands yeux, devant un bol de chocolat fumant. Il mangea avec un enthousiasme silencieux, presque intimidé. Élodie ne put s'empêcher de sourire en le voyant savourer un croissant comme si c'était un trésor. Luc n'apparut pas ce matin-là, ni l'après-midi. Il semblait absent de sa propre maison. La gouvernante, une femme austère nommée Madame Ferret, leur montra les pièces principales. Le salon aux rideaux lourds, la bibliothèque à la lumière tamisée, la cuisine immaculée où seuls les employés semblaient avoir accès. Élodie se sentait comme une intruse dans ce décor de magazine. Elle n'osait toucher à rien, même quand on l'invitait à se sentir chez elle. Les jours suivants, la routine s'installa lentement. Mathis reçut la visite d'un pédiatre qui vint à domicile, confirma qu'il souffrait simplement d'un refroidissement et lui prescrivit quelques médicaments. Une préceptrice vint évaluer ses besoins éducatifs. Tout était mis en œuvre pour qu'il se sente intégré, mais Élodie sentait que, malgré tout cela, quelque chose clochait. Une tension sourde habitait les murs, une absence de voix, de rire, de mouvement naturel. Tout semblait réglé au millimètre, comme dans une maison où chaque chose devait rester à sa place. Luc apparaissait rarement. Quand il le faisait, c'était le soir, à l'heure où Mathis était déjà couché. Il échangeait quelques mots polis avec Élodie, toujours dans ce ton neutre et distant, comme s'il s'adressait à une collègue ou à une assistante. Il n'y avait ni chaleur, ni hostilité, seulement cette réserve contrôlée, presque mécanique. Il lui demanda si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Elle répondit non parce qu'elle n'osait pas dire qu'elle avait besoin de comprendre. Un soir, elle le trouva dans la bibliothèque, assis dans un fauteuil, un verre de vin à la main. Il lisait un dossier, les sourcils froncés. Elle entra doucement, s'approcha, attendit qu'il relève les yeux. « Est-ce que vous vivez toujours comme ça ?» demanda-t-elle. Il la fixa quelques secondes, puis répondit « Comme ça ?» dans cette maison aussi silencieuse. Luc haussa légèrement les épaules. « Le silence ne me dérange pas, il m'aide à penser. » Élodie s'assit en face de lui sans trop savoir pourquoi elle restait. Peut-être parce qu'elle avait besoin d'entendre une voix humaine autre que celle de Mathis,
Peut-être parce qu'elle voulait percer ce mur. De verre entre eux. Vous ne parlez jamais de vous, ni de votre famille, ni de votre passé. Il se tut. Le silence se fit encore plus épais. Puis, après un moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette réponse fut une porte refermée. Elle comprit qu'il n'était pas prêt, ou qu'il ne voulait pas l'être. Elle se leva, prête à partir, quand il ajouta presque à voix basse « Je vous remercie d'avoir accepté ». Elle se retourna, surprise par la sincérité soudaine dans son ton. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Luc acquiesça et ce fut tout. Elle quitta la pièce, plus troublée encore. Les jours suivants, elle se consacra à Mathis. Elle s'efforçait de lui créer une routine, de le rassurer, de lui donner une forme de normalité. Ils jouaient dans le jardin, faisaient des puzzles dans le salon. Il riait à nouveau, un rire discret mais vrai. Elle se disait qu'au moins, pour lui, cela valait la peine. Elle, en revanche, se sentait comme un fantôme, flottant dans une existence qui n'était pas la sienne. Un après-midi, elle monta explorer les étages supérieurs. Elle découvrit des couloirs qu'on ne lui avait pas montrés, des chambres fermées à clé, des recoins oubliés. La maison n'était pas seulement grande, elle était mystérieuse. Un labyrinthe de souvenirs qu'on avait tenté d'enfouir. Une porte au bout du couloir attira son attention. Elle était différente des autres. Peinte en blanc mat, sans poignée visible, mais elle sentait qu'elle n'était pas comme les autres pièces. Elle posa la main dessus. Elle était froide, fermée. Elle redescendit en silence, le cœur battant. Il y avait quelque chose ici, dans ces murs, dans ces silences, qui pesait plus lourd que la solitude. Elle avait accepté un contrat, un mariage, une vie. Mais elle n'avait pas accepté d'être tenue à l'écart d'une vérité qui semblait palpiter sous le vernis de l'élégance. Chaque jour passé dans cette maison lui montrait qu'elle n'était pas seulement un refuge. Elle était une énigme, et tôt ou tard, elle aurait besoin de réponses. Les jours s'étiraient dans cette maison comme un long soupir retenu. Le confort avait effacé les douleurs du bitume, mais pas les questions, ni cette impression persistante de vivre dans un théâtre figé. Élodie, malgré la douceur apparente du quotidien, sentait une tension vibrer dans les murs, une musique en sourdine qu'elle seule semblait entendre. Luc restait un mystère. Il sortait tôt, rentrait tard, parfois ne revenait pas de plusieurs jours. Son absence plus que son silence pesait lourd. Il ne la surveillait pas, ne posait pas de conditions, ne se montrait ni tendre ni distant. Il existait simplement quelque part dans les ombres de la maison, comme un écho. Mathis, de son côté, semblait s'épanouir lentement. Il apprenait à reconnaître les sons d'un piano installé dans le salon, s'amusait avec les jouets qu'on lui avait offerts, s'habituait à un monde où l'on mangeait à heure fixe et où l'on dormait sans peur. Élodie le voyait sourire de nouveau, dormir profondément, poser des questions sur le jardin, sur les étoiles. Cela lui apportait un soulagement amer. Elle savait qu'il était mieux ici, même si elle-même ne parvenait pas à se sentir à sa place. Un soir d'orage, alors que la pluie tambourinait contre les vitres et que le vent faisait gémir les arbres du jardin, Élodie sentit une impulsion qu'elle ne put ignorer. Elle gravit les escaliers à pas feutrés, longea le couloir du dernier étage et s'arrêta devant la fameuse porte blanche, celle sans poignée visible, celle qui l'intriguait depuis des jours. Elle tendit la main une nouvelle fois, mais cette fois, la porte n'était plus tout à fait fermée. Un filet de lumière s'en échappait, pâle, vacillant. Elle poussa lentement. La porte s'ouvrit dans un craquement presque timide. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Les rideaux étaient tirés. La seule source de lumière provenait d'une petite lampe posée sur une commode ancienne. La chambre semblait figée dans le temps. Des meubles d'un autre siècle, un lit recouvert d'un couvre-lit brodé, des cadres accrochés au mur, mais tous vides. Il y avait une sensation d'absence palpable, comme si l'air lui-même y était retenu. Sur un coin de la pièce, un bureau en bois sombre fermé par une petite serrure à l'ancienne. Elle s'approcha, remarqua que l'un des tiroirs était entrouvert. À l'intérieur, soigneusement plié, une enveloppe. Elle la prit, la tourna entre ses doigts. Aucune adresse, juste un prénom écrit à la main, Camille. Élodie hésita un long moment. Puis, prise d'un frisson irrépressible, elle ouvrit la lettre. L'écriture était fine, nerveuse. Les mots semblaient s'accrocher au papier comme si chaque phrase avait été arrachée à un cri. « Mon cher amour, je t'écris sans savoir si tu liras un jour ces mots.
La douleur est devenue mon unique compagne. Le silence me dévore. Depuis ton départ, je ne suis plus qu'un souffle suspendu. Notre enfant, je ne le connaîtrai jamais. Il m'a été arraché avant même de naître. Ton absence est une blessure, ouverte, une brûlure que rien n'apaise. Je t'ai attendu chaque nuit, espérant ton retour, espérant un signe. Mais tu n'es jamais revenu. Tu m'avais promis qu'on serait trois. Tu m'avais promis l'éternité. Il ne reste que des promesses brisées et le vide. Je t'aime encore. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus respirer sans toi. Camille. La gorge d'Élodie se serra. Elle relut la lettre 2 fois, 3 fois. Chaque mot lui pesait dans la poitrine. Une femme, autrefois, avait habité cette maison. Une femme amoureuse, abandonnée. Une femme qui avait perdu un enfant qu'elle n'avait jamais tenu. Un fantôme entre ses murs. La chambre n'avait rien d'un sanctuaire. C'était une tombe sans pierre. Elle reposa la lettre, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait que cette Camille avait été plus qu'un simple nom, qu'elle avait été aimée ici, puis effacée. Le silence de Luc prenait une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus de pudeur ou de distance. Il portait une mémoire, une douleur ancienne, dont il n'avait jamais parlé. Élodie quitta la pièce, referma la porte sans bruit. Elle redescendit les escaliers, le souffle court. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle regarda Mathis pendant des heures, se demandant ce que signifiait vraiment leur présence dans cette maison. Était-elle là pour remplacer quelqu'un? Était-elle une tentative de rédemption? Un pansement maladroit sur une plaie jamais refermée? Le lendemain matin, Luc rentra. Elle le vit depuis la fenêtre du salon, descendre de sa voiture, parler brièvement avec le chauffeur, puis entrer, le manteau détrempé par la pluie. Elle l'attendit dans la véranda. Quand il la rejoignit, elle ne parla pas tout de suite. Il la regarda, comme toujours, sans précipitation. « Qui était Camille ?» demanda-t-elle enfin. Luc resta figé, puis baissa les yeux. Il s'assit lentement. « Vous êtes entré dans la chambre. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. La porte était entrebâillée, répondit Élodie. Et la lettre était là. Un silence. Puis Luc parla pour la première fois sans contrôle, sans barrière. Camille était la femme que j'aimais. Nous devions avoir un enfant. Il n'est jamais né. Elle m'a attendu. J'étais ailleurs. J'ai mis trop de temps à revenir. Elle avait disparu. Élodie sentit une tristesse profonde dans sa voix. Une tristesse ancienne, incrustée dans la peau. Et depuis, vous vivez avec ça? Il hocha la tête. J'ai construit cette maison pour elle. Pour eux. Elle n'est jamais revenue. J'ai tout figé. Tout arrêté. Ils se turent. Il n'y avait rien à dire de plus. Le passé était là, entre eux, plus fort que n'importe quel contrat. Et Élodie comprit que ce qu'elle vivait n'était pas seulement une échappée vers la sécurité. C'était une plongée dans une histoire brisée, une douleur qui n'avait jamais cessé de saigner. Elle était entrée dans la maison d'un homme qui, comme elle, avait tout perdu. Mais elle était encore là, et peut-être que cela changerait tout. Le jour du dîner arriva sans avertissement, comme si le temps lui-même avait accéléré. D'un coup, ce matin-là, Luc frappa doucement à la porte de la chambre d'Élodie. Il attendit qu'elle lui ouvre avant de lui annoncer, d'un ton neutre, qu'il souhaitait qu'elle l'accompagne à un dîner d'affaires. Elle resta figée, surprise par l'invitation. Jusqu'alors, il n'avait jamais exprimé le moindre désir de l'inclure dans sa vie professionnelle. Elle s'apprêta à refuser, mais il ajouta que ce dîner était important et qu'en tant qu'épouse officielle, sa présence serait nécessaire. L'expression qu'il employa, « épouse officielle », la frappa comme une pierre froide. Elle acquiesça néanmoins, plus par curiosité que par devoir. Ce soir-là, elle enfila une robe que la gouvernante avait déposée sur son lit plus tôt. Une pièce d'un vert sombre, discrète, élégante, parfaitement taillée. Elle n'avait pas porté quelque chose d'aussi beau depuis des années. Ses doigts tremblèrent légèrement, en attachant la fermeture éclair. Dans le miroir, elle peinait à se reconnaître. Ce n'était pas seulement la robe, ni le maquillage léger qu'elle avait appliqué. C'était cette femme dans le reflet, debout dans une chambre dorée, qui s'apprêtait à jouer un rôle qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Luc l'attendait dans le hall. Il la regarda avec attention, sans compliment, mais avec un hochement de tête presque imperceptible, comme une approbation. Ils montèrent dans la voiture sans un mot. Le trajet jusqu'au restaurant se déroula, dans un silence chargé de tension. Élodie ne cessait de se demander pourquoi il tenait tant à sa présence ce soir-là.
Elle n'était pas une femme du monde. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un établissement aussi prestigieux que celui où il s'apprêtait à entrer. Le restaurant se trouvait au cœur du 8e arrondissement, dissimulé derrière une façade discrète, presque secrète. À l'intérieur, tout brillait de subtilité. Nappes blanches, éclats de cristal, murmures feutrés. Le maître d'hôtel les conduisit jusqu'à une table ronde, où 3 hommes attendaient déjà. Ils se levèrent à leur arrivée. L'un d'eux sourit poliment. L'autre hocha la tête avec indifférence, mais le troisième, un certain Damien, la détailla longuement avec un air curieux, presque narquois. « Voici Élodie », dit simplement Luc. « Ma femme ». Le mot tomba sur la table comme un caillou dans un lac trop calme. Un silence flotta, vite étouffé par des salutations convenues. Le dîner commença, rythmé par des plats raffinés et des échanges codés. Élodie écoutait, observait. Elle comprit rapidement que ces hommes n'étaient pas de simples collègues. Ils étaient les piliers d'un empire. Luc dirigeait une société de technologie de pointe, spécialisée dans la cybersécurité et les systèmes d'intelligence artificielle. Les enjeux étaient énormes. Les termes utilisés échappaient souvent à son vocabulaire. Elle resta silencieuse, se contentant de ponctuer ses gestes d'un sourire discret. Mais Damien, lui, ne semblait pas prêt à l'ignorer. Il lui adressait des questions en apparence anodines, mais chacune d'elles dissimulait une pique. « Et vous, Élodie, dans quel domaine avez-vous travaillé avant de rencontrer Luc ?» Elle sentit le piège. Elle répondit calmement qu'elle n'exerçait pas de profession particulière. Il sourit. « C'est admirable. Une simplicité rare. Je dois dire que je ne vous imaginais pas du tout dans ce cercle. » Elle comprit alors que ce n'était pas seulement du mépris. C'était un test, il voulait la déstabiliser. Elle sentit la main de Luc se poser brièvement sur la table près de la sienne. Un geste discret, imperceptible aux autres, mais clair. Un avertissement ou peut-être un soutien. Elle ne savait pas. Plus tard, entre 2 coupes de champagne, Damien s'adressa directement à Luc. « Tu n'as jamais été du genre sentimental. Ce mariage m'étonne. Vraiment. » Luc se contenta de sourire, mais ses yeux s'étaient durcis. « Il faut parfois surprendre ceux qui pensent tout savoir, » répondit-il. Le dîner se poursuivit, mais l'ambiance s'était alourdie. Élodie sentit que sa présence n'était pas anodine. Elle n'était pas un simple accessoire. Elle était un message, une réponse, un symbole. À quoi exactement? Elle l'ignorait, encore. Mais elle pressentait que ce mariage, que Luc avait décrit comme purement formel, servait d'autres desseins. Dans la voiture du retour, elle rompit enfin le silence. « Damien vous déteste », murmura-t-elle. Luc répondit sans détour. « Il a toujours voulu ma place. Il pensait l'obtenir en me détruisant. Ce dîner était pour lui montrer qu'il ne contrôle rien. » Elle comprit alors que ce monde n'était pas seulement fait de contrats et de chiffres. C'était un champ de bataille où chaque geste, chaque silence, chaque sourire était une arme. Et elle, par sa seule présence, avait été utilisée. Elle aurait pu s'en offusquer. Mais étrangement, elle ne le fit pas. Elle avait été dans des guerres bien plus brutales. Ici, au moins, elle savait à quoi s'en tenir. Luc la regarda longuement alors que la voiture traversait le pont de l'Alma. « Je suis désolé de vous avoir exposé, mais je ne regrette pas. » Elle ne répondit pas. Elle regarda les lumières de Paris défiler dans la nuit. Elle ne comprenait toujours pas les règles de ce jeu, mais elle était désormais une pièce sur l'échiquier et elle comptait bien apprendre à jouer. Les jours suivants, le dîner s'écoulèrent comme les battements sourds d'une montre suspendue. Élodie ne reparla pas de cette soirée avec Luc et lui non plus ne mentionna l'incident avec Damien. Pourtant, quelque chose avait changé. Un fil invisible désormais tendu entre eux, non pas de proximité mais de reconnaissance tacite. Elle avait affronté un monde qui n'était pas le sien. Elle n'avait pas vacillé. Elle avait compris que leur union n'était pas seulement un refuge légal. Elle était devenue un pion dans une partie plus vaste, et Luc, malgré son silence, lui avait confié un rôle. Cela n'effaçait pas les zones d'ombre, mais cela suffisait pour qu'un fragile équilibre s'installe. Mais cet équilibre fut brusquement ébranlé par une toux sèche au cœur de la nuit. Élodie se réveilla, en sursaut tendit l'oreille. Mathis toussait dans sa chambre. Elle bondit de son lit, franchit le couloir en courant. En ouvrant la porte, elle le trouva assis dans son lit, les joues rouges, les yeux humides, le souffle court. Son petit corps tremblait sous la couverture et une chaleur alarmante irradiait de son front. Elle appela la gouvernante paniquée. Un médecin fut contacté en urgence.
mais l'attente paraissait interminable. Luc apparut, réveillé par le tumulte, vêtu d'un simple pantalon et d'une chemise entr'ouverte. « Qu'est-ce qu'il a » demanda-t-il en s'approchant. « Il brûle de fièvre » murmura Élodie, incapable de contenir les larmes. Il n'arrive plus à respirer correctement. Luc prit la température avec un thermomètre électronique. 40 degrés. Il n'attendit pas. Sans dire un mot, il attrapa une veste, appela le chauffeur, puis souleva Mathis dans ses bras comme s'il avait fait cela toute sa vie. On l'emmène à l'hôpital. Tout de suite. Dans la voiture, Élodie tenait la main de son fils, les yeux rivés sur le visage endormi et fiévreux. Luc, de l'autre côté, observait l'enfant avec une intensité troublante. Pour la première fois, il n'était pas distant. Il n'était pas ce mur de silence. Il était un homme inquiet, présent, engagé. À l'hôpital Necker, tout alla très vite. Une équipe médicale les prit en charge dès leur arrivée, installant Mathis dans un lit d'observation, lui administrant des médicaments antipyrétiques, lançant une batterie d'examens. Élodie restait à son chevet, retenant sa panique. Luc, à ses côtés, parlait avec les médecins, donnait des consignes, faisait usage de son nom et de son statut avec une autorité tranquille. Personne ne le remettait en question. Quand Mathis s'endormit enfin, sa température légèrement redescendue, Élodie se laissa tomber dans un fauteuil. Elle avait l'impression que ses jambes refusaient de la porter. Elle tremblait encore, même si le danger immédiat semblait passer. Luc s'assit près d'elle en silence. Le couloir était vide. Les néons jetaient une lumière blafarde sur les murs trop blancs. Elle baissa la tête, ferma les yeux, puis sentit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un bras, une main sur son dos, et lentement, une étreinte. Luc l'avait attirée contre lui, sans brutalité, sans précipitation, juste une étreinte chaude humaine entière. Elle ne bougea pas. Leurs corps restèrent ainsi, l'un contre l'autre, respirant au même rythme. Ce n'était pas un geste convenu. Ce n'était pas une obligation. C'était une faille dans l'armure, une brèche ouverte, sans défense. Elle ne dit rien. Lui non plus. Mais quelque chose, dans ce contact, s'inscrivit profondément, en elle. Une part d'elle voulait le repousser, hurler que ce n'était pas le moment. Mais une autre, plus forte, plus intime, voulait rester là, suspendue, hors du monde, hors du contrat. Lorsqu'il la relâcha, il ne chercha pas à se justifier. Il se leva, regarda Mathis dormir, puis déclara « Je vais rester ici cette nuit. Vous aussi. On ne bouge pas d'ici tant qu'il n'est pas totalement hors de danger. » Elle hocha la tête, incapable de formuler la moindre objection. La nuit fut morcelée, faite de demi-sommeil et de soupirs. Le lendemain, les médecins confirmèrent une forte bronchite virale, sans gravité, mais nécessitant un suivi attentif. Élodie sentit son cœur se desserrer. Luc parla avec les spécialistes, organisa un retour encadré à la maison avec un traitement sur mesure. Tout fut réglé avec une efficacité presque dérangeante. De retour à la maison, quelque chose flottait entre eux. Ni tension, ni malaise, mais cette chose fragile et précieuse qui naît dans les moments d'authenticité, une reconnaissance. Il ne redevint pas froid. Il ne reparla pas de l'étreinte, mais il n'était plus le même. Il passait plus de temps avec Mathis. Il s'asseyait à table avec eux. Il écoutait, posait des questions, sans forcer. Et parfois, ses regards se perdaient sur Élodie comme s'il la redécouvrait. Elle, de son côté, se méfiait de ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas oublié la lettre de Camille, la douleur ancienne, les secrets murés dans les silences de Luc. Mais elle ne pouvait nier que cette nuit-là, elle avait vu un autre homme, et qu'une partie d'elle, contre toute logique, voulait le voir encore. Mais dans cette maison, rien ne restait simple, rien n'était jamais innocent. L'ombre du passé, si discrète soit-elle, continuait de hanter chaque pas. Et Élodie savait que ce qu'elle avait vu n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qu'elle n'avait pas encore comprise. La convalescence de Mathis se déroula sans complications, rythmée par les sirops, les bains tièdes, les lectures à voix basse au creux du lit et les dessins griffonnés sur les grandes feuilles blanches qu'Élodie trouvait dans un meuble du salon. L'enfant reprenait des forces, et son sourire timide revenait illuminer ses traits fatigués. Luc, fidèle à son comportement récent, restait présent sans être envahissant, observant avec une discrétion presque affectueuse, se joignant parfois à eux au dîner, offrant des silences qui, étrangement, n'étaient plus vides, mais pleins de cette complicité muette qui naît des épreuves partagées.
Mais alors que la douceur d'un quotidien presque paisible s'installait, Élodie commença à remarquer certains détails. Des allées et venues précises de certains employés, des conversations murmurées au téléphone, des regards échangés dans les couloirs qui s'interrompaient dès qu'elle entrait. Et surtout, ce bureau, celui de Luc, au fond du couloir du rez-de-chaussée, toujours fermé à clé lorsqu'il s'absentait, toujours éteint à son retour, comme si le lieu lui-même devait rester à l'abri de tout regard. Un après-midi, alors que Luc avait quitté la maison pour un rendez-vous à l'extérieur et que Mathis faisait la sieste, Élodie se retrouva seule dans le couloir. Elle descendit lentement, en silence jusqu'à la porte du bureau. Cette fois, elle n'était pas fermée. Elle hésita, puis poussa la porte doucement. La pièce était plongée dans une pénombre tamisée, les lourds rideaux tirés, la lumière du jour filtrant à peine. Une grande bibliothèque couvrait un mur entier plein de volumes techniques, d'ouvrages économiques, de rapports reliés. Le bureau trônait au centre, massif, en acajou, impeccablement rangé. Elle n'était pas venue là pour fouiller. Du moins, c'est ce qu'elle se disait en croisant les bras devant elle. Mais ses yeux furent attirés par une pochette noire posée à l'angle du bureau. Elle portait simplement une étiquette blanche, sans nom, sans date. Élodie sentit son cœur accélérer. Elle savait qu'elle ne devait pas. Mais quelque chose, une intuition, une peur sourde, la poussait à savoir. Elle ouvrit la pochette. À l'intérieur, une liasse de documents, classés, reliés, annotés à la « mine ». Elle tourna la première page et son souffle se coupa net. C'était un rapport médical, à son nom. Puis une fiche d'école, celle de Mathis. Puis des copies d'actes de naissance, de formulaires d'hôpital, même des dessins que Mathis avait faits dans un centre d'accueil des mois auparavant. Enfin, des photographies, d'elle, seule dans le métro, assise sur un banc, parlant à Mathis, dormant, enroulée dans une couverture, dans une station déserte, toutes prises à distance, manifestement sans qu'elle le sache. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle sentit ses doigts trembler. Chaque page qu'elle tournait creusait un peu plus le gouffre dans lequel elle chutait. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était une surveillance, une enquête, une obsession. Elle reposa la pochette, les jambes molles. Elle avait envie de vomir, de fuir. Elle referma la porte en sortant, remonta à sa chambre et s'assit sur le lit, les mains sur les genoux fixant le vide. Elle resta ainsi 1 heure entière, peut-être plus, incapable de penser clairement. Quand Luc rentra ce soir-là, elle l'attendait dans le salon. Il vit son visage, comprit immédiatement. Il referma la porte derrière lui, posa son manteau sans hâte, puis s'approcha. « Tu as vu le dossier ?» Elle se leva d'un bond. « Pourquoi avoir tout ça? Depuis combien de temps tu me surveilles ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis s'assit, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « Je ne t'ai jamais menti, Élodie. Je t'ai dit que j'avais mes raisons. Ce dossier faisait partie de la décision que j'ai prise. » « Une décision ? Tu parles de me choisir comme si j'étais un projet, une acquisition. Tu as collecté ma vie comme un enquêteur collecte des preuves. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne m'as jamais donné une chance réelle. Tu as décidé à ma place. » Il ferma les yeux un instant. « C'était une erreur de te cacher ça, mais je ne voulais pas que tu refuses mon aide, parce que tu ne me comprenais pas. J'ai voulu tout contrôler, et je le regrette. Tu n'as même pas essayé de me parler. Tu n'as jamais dit la vérité. » Il releva la tête. Dans ses yeux, une détresse qu'elle ne lui connaissait pas, parce que je ne savais pas comment. Elle quitta la pièce sans un mot. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte à clé. Elle ne pleura pas. Elle resta debout face à la fenêtre, regardant les lumières de la ville au loin. Le froid de l'hiver s'insinuait à nouveau dans son esprit. Elle avait cru pouvoir croire. Mais la vérité, elle, s'était cachée derrière les murs de cette maison comme une araignée patiente. Elle n'ouvrit pas la porte cette nuit-là. Elle entendit Luc frapper doucement, une fois. Il n'insista pas, et le silence revint. Non pas celui qui rassure, celui qui griffe, celui qui attend la chute. Le matin se leva sur une maison silencieuse. Élodie n'avait pas dormi. Elle était restée immobile toute la nuit, le regard perdu dans les ténèbres, comme si elle attendait qu'une réponse surgisse de l'obscurité. Mais il n'y avait eu que le tic-tac régulier de l'horloge et le souffle paisible de Mathis dans la pièce voisine. Elle ne savait plus si elle ressentait de la colère, de la trahison
ou simplement un vide immense. Ce qu'elle avait découvert, dans le bureau de Luc avait tout renversé. La sensation d'avoir été choisie, analysée, surveillée, au lieu d'être simplement vue. Elle évita Luc pendant 2 jours. Ils ne prirent pas les repas ensemble. Elle resta dans la chambre, sortie uniquement pour les besoins de Mathis, échangea des paroles strictement fonctionnelles avec les employés. Elle sentait qu'il respectait ce retrait, qu'il n'insistait pas. Mais elle savait qu'une explication finirait par arriver, qu'elle ne pourrait pas fuir indéfiniment les questions qui bouillonnaient en elle. Ce fut au 3e soir qu'il frappa à la porte. 3 coups, pas un de plus. Il attendit. Élodie ouvrit. Luc se tenait là, sans défense, les traits fatigués, le regard plus nu qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'ai besoin de te parler, dit-il. » Elle se décala légèrement pour le laisser entrer. Il prit place dans un fauteuil, elle resta debout. « Tu savais qui j'étais avant même de me parler dans la rue, » commença-t-elle. « Tu savais que j'avais un fils. Tu connaissais son prénom, son école, mes rendez-vous médicaux, mes passages dans les centres sociaux. Tu as tout planifié. » Luc acquiesça lentement. « Oui, je savais. » « Pourquoi ?» Il ferma les yeux quelques secondes, comme pour puiser la force dans un souvenir ancien. « Parce que je connaissais le père de Mathis. » Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une lame. Élodie sentit son souffle se couper. « Quoi ?»« Julien. Je l'ai connu il y a plus de 10 ans. Nous étions 2 gamins paumés. On vivait dans la rue. Pas longtemps. Quelques mois. Mais assez pour que ça laisse une marque. » Elle s'approcha, les bras croisés, le cœur battant à tout rompre. « Tu veux dire que toi et lui, on n'était pas amis, pas vraiment, mais on se comprenait. Il m'a aidé plus d'une fois. Il m'a parlé de toi, d'un projet de vie, d'un enfant qu'il espérait. Il avait peur de ne jamais être à la hauteur, mais il y croyait. Puis un jour, il a disparu. J'ai appris sa mort par hasard, des années plus tard, en tombant, sur une notice dans un hôpital où j'avais un rendez-vous pour un projet de mécénat. Son nom, ton prénom. J'ai cherché, et j'ai vu ce que tu traversais. » Elle recula d'un pas. Tout en elle se tendait, chaque fibre, chaque souvenir. Elle n'avait jamais parlé de Julien à Luc, pas en détail. Il ne savait pas où ils s'étaient rencontrés, ni combien leur vie avait été difficile. Et pourtant, pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Pourquoi cette mise en scène du mariage, cette fausse distance, ce contrôle? Parce que je savais que, si je me présentais comme l'ami de ton défunt compagnon, tu te serais méfié. Tu aurais pensé que je voulais quelque chose. Et ce n'est pas faux. Je voulais réparer quelque chose. Julien m'avait aidé quand je n'étais rien. Il avait cru en moi. Quand j'ai vu ce que tu vivais avec Mathis, j'ai eu l'impression qu'il me demandait de faire pour vous ce que je n'avais jamais pu faire pour lui. Alors tout ça, c'était de la culpabilité? Une dette? Luc secoua la tête. Au départ, peut-être. Mais je ne m'attendais pas à toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois, toi. Tu n'étais pas une inconnue. Tu étais la trace vivante de quelqu'un que j'avais laissé derrière moi. Et puis tu es devenu bien plus que ça. Élodie le fixait, incapable de répondre. Elle sentait en elle une tempête, un ouragan d'émotions contraires. D'un côté, la colère de n'avoir été qu'un chapitre dans une histoire d'homme, une conséquence d'un passé mal cicatrisé. De l'autre, une étrange douceur, presque une gratitude amère, de savoir que quelqu'un, quelque part, avait voulu les protéger, elle et son fils, même si les moyens avaient été détournés. « Et Mathis ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'il représente pour toi ?» Luc ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda dehors comme s'il cherchait les mots dans les lumières de la ville. « Je l'ai observé pendant des mois avant de te parler. Je l'ai vu rire, pleurer, courir, tomber, se relever. Il est tout ce que Julien rêvait d'être un jour. Il est la vie que lui n'a pas pu avoir. Je ne veux pas le remplacer. Mais je ne peux pas faire semblant qu'il n'existe pas. Il est entré dans ma vie sans que je le veuille. Et maintenant, je ne pourrais plus imaginer cette maison sans lui. » Il se tourna vers elle. Ses yeux n'étaient pas suppliants, mais honnêtes. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de comprendre. » Mais je ne pouvais plus rester silencieux. Élodie resta debout, sans bouger. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de cette vérité. Mais elle savait qu'elle avait changé quelque chose d'essentiel. Elle regarda Luc, puis la porte, puis le vide entre eux. « Tu aurais dû me faire confiance, Luc. Pas avec ton argent, avec la vérité. » Et elle sortit de la pièce, cette fois sans claquer la porte, mais avec le cœur chargé d'un poids nouveau.
Une vérité impossible, mais réelle. Une blessure de plus, mais peut-être aussi le début d'une autre façon de voir cet homme. Non plus comme un sauveur, ni comme un manipulateur, mais comme un être humain aussi brisé qu'elle, essayant de réparer les éclats du passé avec les moyens du présent. La nuit qui suivit la révélation fut celle d'un silence tendu, chargé de pensées qui tournaient en boucle dans l'esprit d'Élodie. Elle ne savait pas si elle devait fuir, rester, confronter ou se taire. Le poids de la vérité révélée par Luc continuait de résonner dans chaque recoin de la maison. Elle avait cru à une rencontre improbable, à un destin étrange, puis à un arrangement curieusement humain. Maintenant, elle se rendait compte qu'il y avait eu un plan, des intentions, un passé commun qu'elle ignorait, une dette invisible qui l'avait piégée dans une histoire dont elle n'avait pas choisi les fondations. Mais Mathis, lui, dormait paisiblement. C'est ce qui l'empêchait de partir. Ce petit corps endormi, cette innocence préservée malgré tout, cette vie qu'elle protégeait comme un rempart contre toutes les douleurs du monde. Elle ne pouvait pas le précipiter dans une autre précarité, dans une autre errance. Et, malgré tout, malgré sa colère, malgré sa déception, elle savait que Luc n'était pas un danger pour eux. Qu'il avait menti, oui. Il avait orchestré leur présence ici. Mais jamais, à aucun moment, il n'avait levé la voix, imposé une main, suggéré un échange déplacé. Il les avait simplement accueillis dans le silence, avec ses ombres. Le saz matin se leva sur un ciel d'un gris laiteux, lourd de pluie. Luc n'était pas à la maison. La gouvernante annonça qu'il avait une réunion importante de l'autre côté de la ville et qu'il ne rentrerait qu'en soirée. Élodie s'installa dans la véranda avec un livre qu'elle feignait de lire, tandis que Mathis dessinait des formes colorées sur une nappe en papier. L'enfant semblait avoir retrouvé sa joie fragile, et cela suffisait à la maintenir droite, malgré l'effondrement intérieur. Vers la fin de l'après-midi, les nuages éclatèrent. Une pluie battante s'abattit sur le jardin, martelant les vitres comme des tambours de guerre. Le téléphone de la maison sonna. C'était rare. La gouvernante décrocha, puis appela Élodie avec une voix étranglée. « C'est pour vous. C'est l'hôpital Saint-Joseph. » Elle sentit son estomac se nouer, son cœur s'arrêter. Elle prit le combiné, tremblante. « Madame Moreau, votre mari a été victime d'un accident de la route. Il est actuellement en chirurgie. Son état est critique. » Tout devint flou autour d'elle. Les mots ne faisaient plus sens, résonnaient dans le vide. Elle répondit quelque chose, remercia, puis raccrocha sans savoir comment. Elle regarda Mathis encore penché sur son dessin, inconscient du monde qui chavirait. Elle ne dit rien. Elle appela la gouvernante, lui confia son fils avec des instructions précises, puis demanda le chauffeur. Dans la voiture, la pluie était une lame continue contre les vitres. Elle fixait la route sans la voir, les mains crispées sur ses genoux. Des images passaient dans sa tête en rafale. Le regard de Luc quand il parlait de Julien, sa main sur l'épaule de Mathis, l'étreinte dans le couloir de l'hôpital, sa voix grave brisée, disant qu'il ne pouvait plus faire semblant. Et maintenant, peut-être la mort, peut-être la fin sans réponse. À l'hôpital, elle fut conduite dans une salle d'attente stérile, blanche, inhospitalière. Un médecin vint à sa rencontre, la reconnut, lui parla avec douceur. Il est dans un état stable mais très fragile. Il a subi un traumatisme crânien important et plusieurs côtes brisées. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie interne. Il est en coma induit pour le moment. Elle hocha la tête mécaniquement, incapable de répondre. On l'autorisa à le voir à travers une vitre. Luc était là, immobile, pâle, entouré de machines qui bipaient doucement. Il semblait rétréci, vulnérable, défiguré par les pansements. Elle posa la main contre la vitre et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de colère, pas de confusion, juste une peur pure, une peur de perdre quelque chose qu'elle n'avait même pas eu le temps de comprendre. Un infirmier lui apporta un sac contenant les affaires de Luc, récupérées dans la voiture. Parmi elles, un portefeuille, un téléphone brisé, un carnet noir relié de cuir. Elle l'ouvrit sans réfléchir. C'était un journal. Rien de formel, rien de littéraire. Juste des pensées griffonnées, des notes, des souvenirs. Et dans ce carnet, des pages entières consacrées à elle. Je l'ai vue pour la première fois à la station République. Elle chantait doucement pour endormir l'enfant. Il pleuvait. Elle ne semblait pas avoir conscience de sa beauté. Je pensais qu'en les aidant, je pourrais expier mes fautes. Mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas seulement les sauver. Je voulais les garder. Je tombe amoureux d'elle. C'est absurde. C'est contre le plan. Mais chaque fois qu'elle parle,
Quelque chose en moi se fissure. Elle referma le carnet d'un geste tremblant. Il ne l'avait jamais dit, mais il l'avait écrit. Et maintenant, il était là, entre la vie et la mort, sans savoir que ces mots avaient été lus. Elle resta à l'hôpital toute la nuit, dans le silence, dans l'attente, dans l'ombre des machines. Elle ne pria pas. Elle n'espéra même pas. Elle se contenta d'être là, comme lui l'avait été, sans condition, sans explication. Quand l'aube arriva, tintant le ciel, d'une lumière froide, elle posa la tête contre la vitre et murmura pour elle seule. « Si tu reviens, Luc, je ne te demanderai plus jamais pourquoi. Je te croirai. Parce que maintenant je sais. » Et elle resta là, en silence, le cœur battant au rythme d'un espoir fragile. Les jours suivants furent rythmés par l'attente, les visites silencieuses dans la chambre d'hôpital, les battements réguliers des machines qui maintenaient Luc entre deux mondes. Élodie venait chaque matin, souvent avec Mathis, qu'elle asseyait près du lit en lui demandant doucement de ne pas faire de bruit. L'enfant ne posait pas beaucoup de questions, comme s'il sentait que le moment n'était pas propice aux explications. Il regardait Luc avec une forme de respect instinctif, parfois même un peu de tendresse. Il dessinait des choses simples sur des feuilles de papier et les laissait sur la table de chevet. Une maison, un homme debout sous un soleil, une femme tenant un enfant par la main. Ces dessins, Élodie les gardait précieusement. Luc restait inconscient, mais son état se stabilisait. Les médecins parlèrent d'une possible sortie du coma dans les prochains jours. C'était une attente suspendue, faite de silence lourd et de gestes mesurés. Dans cet entre-deux, Élodie ne savait plus exactement ce qu'elle ressentait. Elle avait lu les mots du carnet, touché les fragments de ce qu'il n'avait jamais su lui dire. Et pourtant, quelque chose la retenait encore. Une hésitation, une peur peut-être. Celle de se rendre, une fois de plus, à une histoire qui n'avait jamais été choisie, mais imposée par les circonstances. Un matin, elle fut appelée par le notaire de Luc. L'homme d'un âge mûr portait un costume gris et une voix douce. Il l'invita dans son cabinet discret, non loin du boulevard Haussmann. Elle s'y rendit sans trop comprendre. Mathis, confié à la gouvernante pour quelques heures. L'accueil fut formel, presque solennel. L'homme lui tendit un document soigneusement relié avec une signature familière au bas de la première page. « C'est le testament de Monsieur Moreau. Il m'a demandé de vous le remettre en main propre si jamais son état devenait critique. » Elle sentit un froid envahir ses doigts. Elle ouvrit le dossier, lut lentement, mot par mot. Il y était écrit que Luc, dans le cas où il ne pourrait plus reprendre le contrôle de ses affaires, léguait la majorité de ses biens personnels à Élodie et à Mathis. Une maison de campagne, des parts dans une société immobilière, un compte bancaire à son nom. Une sécurité totale sur le long terme. Mais plus que les chiffres et les clauses, ce qui l'ébranla fut la lettre jointe à la fin. « Élodie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage ou le temps de tout te dire de vive voix. Tu es entré dans ma vie comme un rappel, brutal de tout ce que j'avais fui. Mais aussi comme une seconde chance. Je t'ai menti, oui, en t'invitant dans ce contrat. Je t'ai observé avant de t'approcher. J'ai agi par peur. Mais je ne t'ai jamais utilisé. Pas une seule seconde. J'ai voulu vous offrir une vie stable, une maison, un avenir. Ce que je n'ai pas su offrir à Camille. Ce que je n'ai pas su offrir à Julien. Je suis tombé amoureux de toi bien avant de comprendre ce que cela signifiait, et j'ai gardé le silence parce que j'avais peur de perdre ce que je croyais avoir réussi à construire. Si je pars, je veux que tu aies le choix, celui que tu n'as jamais vraiment eu, celui de rester ou de partir, sans dette, sans obligation. Mais avec tout mon amour, Luc. » Elle referma lentement la lettre. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Le notaire la regardait avec une bienveillance discrète, mais ne dit rien non plus. Il savait, comme elle, que rien ne pouvait être ajouté à ce qui avait été écrit. De retour à la maison, elle retrouva Mathis dans le jardin. Il courait sous le soleil tiède d'un après-midi de printemps, riant en poursuivant un ballon. Elle le regarda longuement, sans bouger. Ce petit garçon représentait tout ce qu'elle avait protégé, tout ce pourquoi elle avait résisté. Et maintenant, elle se retrouvait à la croisée des chemins, avec le pouvoir, pour la première fois depuis des années, de choisir. Non, pas sous la contrainte, mais vraiment choisir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fit sa valise, rassembla quelques affaires pour elle et Mathis. Elle passa dans chaque pièce de la maison, une dernière fois. Elle entra même dans le bureau de Luc, alluma la lampe
posa doucement la lettre qu'il lui avait écrite sur le bureau, à côté du carnet qu'elle avait pris avec elle. Puis elle redescendit, prit Mathis dans ses bras, encore endormi, et sortit de la maison sans bruit. Elle ne laissa pas de message, pas de mot d'adieu. Juste un silence, une absence. Le lendemain, Luc ouvrit les yeux à l'hôpital. Il était faible, très faible, mais conscient. La première chose qu'il demanda fut Élodie. Le médecin hésita, puis informa qu'elle était partie, mais qu'elle avait été là tous les jours, qu'elle avait veillé sur lui, sans relâche. Luc ferma les yeux. Il ne dit rien, il ne pleura pas. Mais son cœur comprit. Élodie, de son côté, avait trouvé refuge dans une petite ville du Sud. Un appartement modeste, en location temporaire, quelques meubles simples, une école maternelle à 2 rues. Elle recommençait, sans plan, sans argent hérité. Elle, qu'avait refusé la fortune, tout. Elle avait choisi de partir avec ce qu'elle savait être à elle, son fils et cette lucidité nouvelle. Elle voulait voir si ce qu'elle ressentait pour Luc survivait à l'épreuve du réel, à la distance, au manque. 3 mois passèrent. Elle ne l'appela jamais, il ne la chercha pas. Mais chaque jour, dans un coin de son cœur, elle se demandait s'il pensait à elle, si sa main se tendait vers le vide au réveil, si le silence dans sa maison lui pesait plus que d'habitude. Et alors, un matin, sans prévenir personne, elle prit Mathis par la main et dit simplement « On rentre à Paris, pas pour l'argent. Pas pour le confort, pour l'amour, le vrai. Celui qui avait surgi malgré les mensonges, les blessures, les silences. Celui qui attendait, patient, au bord d'un lit d'hôpital ou dans une maison aux volets gris. Celui qui avait été choisi, enfin. Il faisait doux ce matin-là, un de ces jours de printemps où l'air a cette odeur particulière de renouveau, entre la terre encore humide et les premières fleurs timides. Paris s'étirait lentement sous un ciel pâle, les rues vibrantes de cette vie pressée qui ne s'arrête jamais. Dans une voiture banale, une berline sombre comme on en voit des milliers, Élodie regardait défiler les immeubles par la fenêtre. Elle ne parlait pas. Mathis, assis à côté d'elle, observait le paysage avec une curiosité tranquille. Il avait grandi un peu. Ses cheveux étaient plus longs, ses joues moins rondes. Mais ses yeux, eux, brillaient de la même lumière, celle d'un enfant qui sent que quelque chose d'important est sur le point de se passer. Il ne retournera pas à la maison en premier. Élodie demanda au chauffeur de les conduire à l'hôpital Saint-Joseph. Elle ne savait même pas si Luc y était encore, mais elle avait besoin de commencer par là, par ce lieu suspendu, entre la douleur et l'espoir, où elle avait compris qu'elle l'aimait. Pas malgré ce qu'il était, mais à cause de ce qu'il avait tenté, maladroitement, silencieusement, de construire autour d'elle et de Mathis. Elle traversa les couloirs blancs avec une étrange sensation de déjà-vu. Chaque pas résonnait dans sa poitrine. Mathis marchait à côté d'elle, serrant sa main sans poser de questions. L'infirmière de garde les reconnut aussitôt. Elle sourit, puis lui fit signe de patienter. Luc n'était plus dans sa chambre d'origine. Il avait été transféré dans une autre aile, plus lumineuse, moins isolée. Lorsqu'elle entra, il était assis près de la fenêtre, un livre sur les genoux, mais le regard perdu au loin. Il tourna la tête doucement, comme s'il avait senti sa présence bien avant de la voir. Quand leurs regards se croisèrent, il ne sourit pas. Il ne bougea même pas tout de suite. Il la regarda simplement comme on regarde une évidence longtemps attendue. Mathis lâcha la main de sa mère et courut jusqu'à Luc. Il ne dit rien non plus, posa juste sa tête contre sa jambe, un geste instinctif, doux, silencieux. Ce fut là que les yeux de Luc s'humidifièrent. Pas une larme franche, pas un sanglot, juste ce tremblement discret dans le regard, ce vacillement du masque. « Tu es revenu » murmura-t-il. Élodie acquiesça. Elle s'approcha lentement, puis s'assit en face de lui. Elle tenait toujours son sac, comme si elle n'était pas encore tout à fait là. « Je ne veux pas de ton argent, Luc. Je ne veux pas de tes maisons, ni de tes comptes, ni de tes parts dans je ne sais quelle entreprise. Je ne veux pas être ta dette ni ta réparation. » Il hocha la tête. « Je sais, mais je suis revenu. Pas parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai envie, parce que je crois que tu peux être quelque chose de vrai pour nous. » Il ferma, les yeux, soupira profondément, comme si ce souffle avait attendu depuis des semaines pour s'échapper. Puis il tendit la main vers elle. Pas pour l'attirer, juste pour l'offrir. Elle posa la sienne dessus. Ils restèrent ainsi, main dans la main, sans parler, tandis que Mathis dessinait sur le rebord de la fenêtre.
Luc sortit de l'hôpital quelques jours plus tard. Élodie et Mathis l'attendaient à la sortie. Cette fois, il n'y eut pas de voiture avec chauffeur, pas de mise en scène. Ils prirent un taxi, simplement. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, elle sembla différente, moins imposante, moins froide. Peut-être parce qu'ils y revenaient ensemble, et non plus comme des invités dans un monde qui ne leur appartenait pas. La gouvernante les accueillit sans surprise. Tout avait été préparé. Une chambre d'enfant rangée avec soin. Une cuisine où l'odeur du café flottait encore. Une chambre principale où les draps avaient été changés, les rideaux ouverts. Élodie ne demanda pas où Luc avait dormi durant ces mois. Elle s'en fichait. L'important, c'était maintenant. Le soir venu, ils s'installèrent autour de la table. Mathis mangeait en silence, concentré sur son assiette. Luc parlait peu, mais il souriait parfois, et ses yeux retrouvaient peu à peu une lueur qu'elle n'avait jamais vue aussi franchement. Il était encore convalescent, marchait lentement, parlait avec effort. Mais il était là, entier, vivant. Après le repas, Élodie monta avec Mathis, le coucha, lui chanta une chanson qu'il avait apprise dans sa nouvelle école du Sud. Puis, elle redescendit. Luc l'attendait dans le salon, le carnet de cuir, un noir à la main. « Je l'ai relu, dit-il. Ce que j'ai écrit, tout. Et je voulais te dire une chose que je n'avais pas su dire avant. Je t'aime. Pas comme on aime une image ou un souvenir, comme on aime un présent qu'on n'a pas mérité, mais qu'on veut honorer. » Elle s'approcha de lui, lentement, puis prit le carnet et le posa sur la table. Elle ne dit rien pendant un moment, puis répondit dans un souffle « Alors ne détruis plus rien, ne fuis plus. Construis avec moi, pas pour réparer, pour exister. » Il acquiesça. Ce soir-là, ils s'endormirent dans le même lit pour la première fois depuis le début. Il n'y eut ni passion brutale, ni déclaration enflammée. Juste deux corps fatigués, deux âmes blessées qui s'accordaient enfin un répit. Et au milieu d'eux, l'écho d'un avenir qui n'appartenait plus au passé. Ce n'était pas une fin. C'était le début d'un choix. Celui de rester, par amour. Simplement. La lumière du matin glissait doucement sur la ville, effleurant les toits de zinc, les balcons en fer forgé, les arbres naissants du printemps. Paris, ce jour-là, ne bourdonnait pas comme à son habitude. Il y avait dans l'air un calme presque irréel, une suspension fragile, comme si le monde lui-même attendait quelque chose. Dans une rue calme du 7e arrondissement, Élodie marchait lentement. À sa gauche, Luc, désormais sans canne, avançait d'un pas encore prudent, mais assuré. À sa droite, Mathis courait de quelques pas en avant, riant aux éclats chaque fois qu'un pigeon s'envolait sous ses pieds. Il se dirigeait vers la passerelle Alexandre III, ce pont d'une élégance irréelle qui relie les Invalides au Grand Palais, surplombant une scène tranquille, miroitante. Ce n'était pas un hasard. Élodie avait choisi ce lieu, ce moment, un dimanche matin à l'heure où la ville ouvre les yeux mais n'a pas encore enfilé ses masques. Un instant de vérité nue, sans foule, sans bruit, juste eux trois. Luc s'arrêta quelques secondes en atteignant le centre du pont. Il regarda l'eau, les bateaux en contrebas, les sculptures dorées veillant sur le fleuve. Puis, ses yeux se posèrent sur Élodie qui l'observait en silence. Elle ne souriait pas, mais son regard était habité par quelque chose de profond, d'ancré. Une paix nouvelle. « Tu sais que c'est ici que mon père m'a amené la première fois, que je suis venu à Paris, » dit-il d'une voix douce. « J'avais 10 ans. Il m'avait dit que sur ce pont, on pouvait voir toute la beauté et toute la solitude de la ville en un seul regard. » Elle baissa les yeux un instant, puis répondit « Il avait raison. C'est un endroit suspendu entre deux rives, comme nous. » Luc hocha la tête. Il tendit la main sans mot et elle la prit. Mathis, plus loin, accoudé à la rambarde, pointait du doigt un bateau-mouche qui passait lentement, saluant les touristes en silence, dans son monde à lui. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle après un long silence. Il tourna légèrement la tête. « Tout ce que j'ai fait ? Oui. Et non. J'ai fait des erreurs, mais elles m'ont conduit à toi. Si je devais recommencer, je choisirais un chemin plus honnête, plus clair. Mais je n'échangerai pas ce que nous avons trouvé au bout de cette histoire. » Elle ferma les yeux, respirant l'air frais qui montait du fleuve. « Ce que nous avons trouvé, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Pas dans une autre vie, pas dans celle qu'on menait avant. C'est comme si on avait traversé la ville à l'envers pour se retrouver. » Luc regarda Mathis qui revenait vers eux en courant, le visage rayonnant. Il se pencha, le souleva dans ses bras dans un geste devenu naturel, évident.
Il a changé ma vie. Vous deux, vous m'avez ramené à moi-même. » Mathis éclata de rire, passa ses bras autour du cou de Luc. « Papa, regarde, là-bas il y a un bateau rouge. » C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Ni Élodie ni Luc ne réagirent immédiatement. Le mot resta en suspension entre eux, puis se déposa doucement, sans fracas, comme une feuille tombée d'un arbre. Luc, les yeux brillants, embrassa doucement la joue de l'enfant. « Oui, je le vois, mon grand. » Élodie sentit ses jambes trembler légèrement. Pas de peur, pas de doute. Juste cette émotion immense, presque trop vaste pour être contenue. Elle posa sa main sur le bras de Luc. Il la regarda. Et pour la première fois, sans condition, sans prudence, elle lui dit « Je t'aime ». Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Tout en lui le disait déjà. Dans ses yeux, dans son geste, dans la façon dont il tenait Mathis, comme s'il avait toujours été là. Il reposa doucement l'enfant, qui se remit à courir le long du trottoir, curieux de tout. Ils restèrent, là un long moment, à regarder la scène, les passants rares, les mouettes tournoyant dans le ciel pâle. Il n'y avait plus de contrat, plus de mensonges, plus de barrières. Luc brisa le silence d'un ton tranquille. « Est-ce que tu veux rester ici, dans cette maison, cette ville, cette vie, pas parce que tu n'as nulle part où aller, mais parce que tu choisis de rester ?» Elle répondit sans hésiter « Oui, je veux rester, pas pour ce qu'on a vécu, pour ce qu'on peut construire, pour les matins comme celui-ci, pour toi, pour Mathis, pour nous. » Il ferma les yeux un instant, puis souffla « Alors c'est ici que tout commence. » Ils reprirent leur marche, côte à côte, main dans la main, pendant que Mathis chantonnait une mélodie inventée. Le vent soulevait par moments les pans de leurs vêtements, comme pour les pousser en avant, vers cette nouvelle vie qu'ils n'avaient jamais rêvée, mais qu'ils avaient méritée, pas à pas, blessure après blessure. Sur le pont Alexandre III, au-dessus de la Seine, un homme, une femme et un enfant formaient enfin une famille, non pas par besoin, non pas par devoir, mais par choix. Un choix né dans l'hiver, trempé de pluie et de douleur, mais forgé dans la vérité et dans l'amour.